Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et Bruno Lalonde. Oui, et Bruno Lalonde, c'est bien moi, oui. Il me semble que c'est pas comme ça que je commence d'habitude. Mais j'étais en train de réfléchir aux commentaires d'Astérias qui a jugé finalement le travail de Tranquille pas si inutile et une bonne manière d'entrer dans l'œuvre de Proust, par exemple. Que c'était pas, sans doute, m'a-t-il jugé peut-être un tantinet dur. Ah, des fois, entre libraires, hein, on ne se fait pas de cadeaux. Et aussi, j'ai pensé à Michel, qui m'a gentiment corrigé le Rosebud. C'est une sorte de luge. Ce n'est pas la petite boule avec la neige artificielle à l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi, je suis resté sur cette impression. Il faut dire aussi, Citizen Kane, je n'ai pas vu ce film, je n'ai pas revu ce film depuis au moins 40 ans. Alors on me pardonnera, parfois la mémoire me joue des tours. J'hésitais entre deux livres. Il y en a un, ça fait un petit moment que je vous dis que je vais vous en parler, celui-ci, de John Cooper Pohees, Le sens de la culture, publié aux éditions L'Âge d'Homme, et celui-ci d'Albert Algoud, La Castafiore, biographie non autorisée. Et ce qu'on y trouve écrit sur la page de garde, épuisé et rare, presque tous les exemplaires ont été retirés du marché suite à une injonction de la Société Moulinsart. Point de suspension. Alors, Bianca Castafiore ou le dernier castrat. Alors, l'hypothèse, c'est que c'était un castrat, la célèbre Castafiore. Et là, il y a une longue description de ce qu'est de ce que sont les castrats et toute la généalogie de cette, je ne vais pas dire lignée glorieuse, n'exagérons pas. La Castafiore et le rejet des couilles de singe. La Castafiore en Sildavie. Des tintinologues et des psychanalystes dont Serge Tisseron se sont penchés sur le secret de la licorne, le trésor de Rackham le Rouge, déduisant à partir de certains indices que l'ancêtre du capitaine Haddock, François de Haddock, était un enfant illégitime de Louis XIV. Serge Tisseron avance que Hergé aurait inscrit dans ces deux histoires des éléments se rapportant en fait à un secret de famille. Ce secret n'est aujourd'hui plus un scoop. Le 1er octobre 1882, Léonie Dewin, la grand-mère paternelle d'Hergé, donne naissance à des jumeaux. La jeune femme était alors femme de chambre au service d'aristocrates fortunés. 11 ans plus tard, le 2 septembre 1893, Léonie épouse Philippe Rémy, âgé de 23 ans et qui n'avait donc que 11 ans lors de la naissance des jumeaux. Il est bien difficile d'imaginer le poids exact de ce roman des origines sur le jeune Georges. À quel âge a-t-il eu connaissance du secret de famille? Le lui a-t-on expliqué ou l'a-t-il découvert tout seul? Aucun document ne permet aujourd'hui de le savoir. Ce qui est sûr, c'est que, comme souvent dans ce genre de situation, les fantasmes sont allés bon train. Le secret nourrit bientôt ses rêveries enfantines, renforçant le désir d'échapper à un milieu qu'il considère comme médiocre. Lisant et relisant Sans famille d'Hector Malot, roman dont le héros se prénomme Rémy,
Georges s'invente une origine noble, ou pourquoi pas royale, puisque Léopold II était célèbre pour ses maîtresses et ses enfants illégitimes. Alors, entre Paurise et la Castafiore, mon cœur balance. Mais j'ai fait une découverte aujourd'hui d'un document qui doit être très rare et qui n'a rien à voir avec la Castafiore et qui n'a rien à voir avec le sens de la culture. Alors, je vous le montre. Et en fait, ça va être ça, l'objet de la vidéo de ce soir. C'est le premier numéro. J'ai peine à croire tellement il est bien conservé. Je ne cesse de m'interroger si c'est une reproduction à l'identique, mais c'est vraiment ça. Alors, c'est le tout premier numéro du Journal de Montréal. Eh oui. Le volume 1, numéro 1, lundi le 15 juin 1964. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Pendant que la confusion... Ah oui. Voici le nouveau quotidien. Pendant que la confusion entoure l'enfant, Guy Némer, on doit protéger Naissance à la carabine. Chasse à l'homme à 90 000 à l'heure, fuyard rabattu par la police, mariage secret de Ginette Ravel. Le triste bilan d'une fin de semaine ensoleillée. Une auto capote, 5 blessés. L'affaire de fraude à Radio-Canada, enquête demain. Scranton voit Goldwater, la noyée assassinée. Un aérobus s'écrase, aucun mort. Fait docteur de l'Université de Dartmouth, Lesage explique aux États-Unis le rôle de l'État du Québec. Dans son discours d'acceptation d'un doctorat honorifique à lui décerné cette fin de semaine par l'Université Dartmouth à Hanover, dans le New Hampshire, le premier ministre du Québec, M. Jean Lesage, a expliqué à ses auditeurs en parfaite langue anglaise, comme on sait qu'il en est tout à fait capable, le rôle de levier de son gouvernement dans la réalisation dynamique des aspirations du peuple canadien-français. Le premier ministre a précisé en outre que l'évolution et l'avenir de l'État du Québec exigent une réforme énergique et un rajeunissement de la Constitution de la Confédération canadienne, dans le sens de plus de justice envers un tiers de la population du pays et de plus de réalisme à l'égard des réalités modernes du Canada. Il a déclaré « Le Québec s'est finalement rendu compte de ses propres aptitudes et il a en quelque sorte mesuré l'étendue de ses propres forces. » La commission Laurando-Dunton à Québec demain. Baptiste fait des heureux. 2000 ouvriers votent la grève. Un stock-car entre dans la foule, 4 blessés. Cet homme blessé est hospitalisé à la suite d'une chasse à 90 000 à l'heure. Cahouette vers le provincial. Ginette Ravel s'est mariée secrètement à Montréal samedi. Benoît Girard et Monique Joly se sont mariés eux aussi. Léon Trépanier, n'est-ce pas le père de Maurice Trépanier, n'est-ce pas le grand-père de mon ami Caillou Lepage. L'Association historique du Canada a accordé plusieurs prix samedi à Charlottetown, à la séance de clôture de sa réunion annuelle. Parmi les groupes ou individus dont le travail a été honoré, mentionnons la Société canadienne
du microfilm incorporé de Montréal et M. Léon Trépanier, expert bien connu de l'histoire du Québec. Dans cette maison, un joyeux duel à coups de couteau. Une disgrâce, les recherches cliniques à l'Hôtel-Dieu. Le curé Champoux décédé. Un réappel pour Marcotte. Encore les Beatles. Melbourne. Les Beatles ont encore pris la manchette des journaux alors qu'une émeute a éclaté à Melbourne, Australie, devant l'hôtel où ils séjournent. Plus de 40 personnes ont été conduites à l'hôpital à la suite de cette manifestation d'enthousiasme. Castro, encore en furie. La Havane. Raúl Castro, frère du dictateur cubain, s'en est pris violemment aux États-Unis en fin de semaine, accusant les troupes américaines de s'être rendues coupables d'au moins 1600 actes de provocation contre Cuba à la base militaire de Guantanamo depuis novembre 1962. Révolte contre Kennedy. Des militaires et des policiers montent la garde depuis hier autour du monument érigé à Saïgon, au Sud-Vietnam, à la mémoire du président John Kennedy. L'érection de ce monument à la mémoire du président défunt a suscité de très vives réactions, particulièrement de la part des groupes catholiques. Alors, je vous montre à quoi ça ressemblait, le Journal de Montréal. Alors, on continue. Cette boîte aux lettres provoque un début de panique rue Sherbrooke. La grosse farce de dimanche. Alors, on a cru que c'était un engin explosif. C'est le début du FLQ, il faut se le rappeler, le Fonds de libération du Québec. Alors, il y a eu une grande vente à la Plaza Saint-Hubert, le plus grand centre d'achat du Canada. Garde armée autour de la maison du biologiste. En fin de semaine, après consultation avec les membres du comité Naissance, M. Bill Philippe, président de l'agence du même nom, décidait d'armer les policiers qui montent la garde, le jour comme la nuit, à la porte de la résidence du savant français Gaston Naessens. Alors, qu'est-ce qui est arrivé avec cette histoire? Il faut se rappeler, Gaston Naessens aurait inventé, en tout cas, je dis ça sous toute réserve, une sorte de, pas de molécule, peut-être c'est une molécule, en tout cas une combinaison moléculaire, et le poète et ministre Gérald Godin, ministre du Parti québécois, qui est mort des suites d'un cancer qui avait atteint son cerveau. Et il était tombé dans les derniers moments de sa vie sous la férule de ce fameux Gaston Naessens, et qui prétendait donc pouvoir le guérir de son cancer. Et ce que je retiens de l'histoire, peut-être encore là ma mémoire me joue des tours, c'est qu'au fond, les traitements du biologiste avaient aggravé la condition du poète Godin. Alors, qu'est-ce qu'il a fait là? Alors voilà. Une lettre reçue à mes bureaux m'oblige à prendre une pareille disposition. M. Naessens va bientôt donner son sérum au monde entier, et rien ne me dit, surtout après lecture de la lettre,
que des intermédiaires ne tenteront pas au cours des prochaines semaines de porter atteinte à sa vie. Si l'anablaste, voilà le fameux produit, si l'anablaste démontre, après tous les tests que les experts lui font subir, qu'il peut guérir la leucémie, on peut imaginer sans aucune peine que cette découverte mettra les trusts pharmaceutiques sur des charbons ardents, l'anablaste éliminant d'un seul coup toute une kyrielle de produits qui jouissent avec omnipotence de la faveur du marché international. Pour ces firmes aux ramifications gigantesques, ce sera vraisemblablement, à brève échéance, la perte de millions de dollars. Des documents nous prouvent hors de tout doute que nombre de savants, à la veille de donner à l'humanité une bouleversante découverte, ont disparu mystérieusement de la circulation, s'étant volatilisés par on ne sait trop quel sortilège. Ce qui est arrivé ailleurs dans la vieille Europe et même aux États-Unis peut se répéter ici dans le cas de Nassens, tant l'histoire est une perpétuelle répétition de faits. Dans l'intervalle, M. Nassens attend anxieusement de connaître le sort que les experts réservent à son sérum. Le Collège des médecins et chirurgiens doit remettre aujourd'hui un communiqué aux journaux. Et là, le petit René Guynemer, alors le petit Guynemer, je vais vous lire ce qu'on dit là-dessus. Mais après 3 semaines de transfusion de sang, il semble bien, d'après les renseignements recueillis, que le petit René ne recevra le sérum que pour soulager ses affreuses souffrances. Le cas de l'enfant Guynemer, atteint de leucémie, est devenu, pour ceux qui suivent la trame de cette tragédie, un véritable imbroglio. D'une part, le père soutenait mordicus hier que son fils ne se porte pas si mal, qu'il y a encore de l'espoir et que l'anablaste arrivera à temps pour sauver le petit René. Par ailleurs, nous avons appris de sources officieuses, mais incontestablement sérieuses, que l'enfant serait au pire, ayant reçu à ce jour 3 transfusions de sang. Par ailleurs, M. Gaston Nassens nous confirmait n'avoir rien reçu à ce sujet, ni lettre du ministre ou du Collège des médecins et chirurgiens du Québec. Dimanche, lors d'un entretien téléphonique, un porte-parole du Collège nous déclarait ce qui suit. « Je ne crois pas que l'anablaste soit disponible pour l'enfant Guynemer avant une semaine. » Alors, il aurait reçu donc une lettre de menace et des gardes armés. Allez, je vous montre là. Des gardes armés, une firme privée ou est-ce que c'est la police de Montréal? De l'agence Philips, les ancêtres de Garda World, sans doute. Alors, l'anablaste. Interdit aux hommes, message aux épouses. Elle a une publicité. Lepage automobile limité. À l'occasion de la fête des pères, persuadez votre mari de se payer une voiture chez Lepage automobile et votre cadeau de la fête des pères lui sera offert en même temps qu'une splendide voiture. En profitant de la fabuleuse vente des 20-20 chez Lepage automobile, il paiera de 20 à 40% de moins pour sa voiture. De plus, il recevra jusqu'à 20 cadeaux à choisir parmi une multitude d'articles de sport, d'outils, d'accessoires de jardinage et autres articles de quincaillerie. De plus, il sera éligible pour des bonnies de 100, 200 ou 300 $ selon la valeur de la voiture. N'est-ce pas là une excellente façon de célébrer la fête des pères? Parlez-lui de cette aubaine, parions que vous le convaincrez sans difficulté.
3 grèves paralysent Dupuis, le métro, la presse. Alors, chez Dupuis Frères sont en grève. Le journal La Presse, ben, c'est ça. C'est à partir de cette grève-là, des journalistes du journal La Presse, que le Journal de Montréal a fait son apparition. Alors, je continue. La famille Scandale. Avouez que c'est intéressant. Et c'est quand même un document historique. Le premier numéro du Journal de Montréal. Ça, c'est vraiment quelque chose. À la défense des FLQ. Une campagne publique sera lancée dès aujourd'hui par le Comité des citoyens en vue d'attirer l'attention de la population du Québec sur les revendications des prisonniers FLQ qui font une grève de la faim. Il ne s'agirait là que de la première étape de la campagne du Comité des citoyens afin d'obtenir justice, selon le comité, pour les prisonniers politiques. Le comité a aussi avancé que de nombreux groupements et associations du Québec ne tarderont pas, eux aussi, à manifester leur sympathie à l'endroit de ces prisonniers. Le cardinal Léger dit que Dieu nous attend au bout du chemin. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Dans la Ligue nationale au baseball. Alors, le 15 juin, Philadelphie est en première position avec une moyenne de 588, suivi par San Francisco avec 582, Cincinnati, les Reds, 556, les Pirates de Pittsburgh, 527, les Brewers de Milwaukee, qui étaient à ce moment-là dans la Ligue nationale et après qui ont migré dans la Ligue américaine, les Dodgers de Los Angeles, les Cards de Saint-Louis, les Cubs de Chicago, les Astros de Houston et les Mets de New York avec une piteuse fiche de 333 occupaient le dernier rang du classement. Est-ce qu'on a la liste des meilleurs joueurs? Bon, est-ce qu'on a le classement? Non. Alors voilà, le numéro 1 du Journal de Montréal, document historique, va sans dire. Je vous remercie d'être avec moi, portez-vous bien et à demain, sans doute demain, ça ne sera pas Wiz, enfin, où il sera question des rats de bibliothèque. Mais nous n'en sommes pas, fort heureusement.